Bah, je pense qu'on va pouvoir commencer, si tu es OK, Agathe. Ouais, parfait, nickel. Vous m'entendez bien? Vous voyez bien l'écran, c'est tout bon? Moi, je vois très bien, sans aucun souci. Ok, parfait, super. Donc aujourd'hui, on va parler des abdomens aigus, qui est une raison de présentation hyper fréquente en urgence, et un peu de la démarche diagnostique plus ou moins rigoureuse, puis voir quelques exemples, et on finira par tout ce qui est examen complémentaire et prise en charge médicale. On va faire un petit peu de définition et de neuroanatomie, mais ça va être très rapide. Donc, un abdomen aigu, c'est un syndrome clinique qui est souvent multi-étiologique et qui va vraiment être caractérisé par l'apparition soudaine de douleurs abdominales sévères. On peut vraiment avoir plusieurs causes sous-jacentes possibles qui peuvent aller de causes très mineures à des causes qui peuvent être potentiellement et rapidement mortelles. Identifier la cause le plus rapidement possible, c'est ce qui va nous aider, ce qui va aider le patient. Et la grande question face à des prises en charge, enfin en tout cas des présentations d'abdomen aigu, c'est le patient a-t-il besoin d'une prise en charge médicale ou chirurgicale? Donc ça, c'est vraiment ce qu'on va voir un petit peu dans cette présentation, en quoi votre examen clinique et plus ou moins vos examens complémentaires vous permettent de répondre à cette question pour offrir à votre patient la meilleure prise en charge et le meilleur pronostic possible. Donc, un tout petit peu de neuroanatomie, on va faire ça vraiment brièvement, mais pour comprendre un petit peu, la douleur, elle est modulée, ou en tout cas, c'est via la stimulation de nocicepteurs, qui sont vraiment une sous-catégorie spécialisée de neurones sensitifs qui vont avoir tendance à répondre à un stimulus intense. Ces nocicepteurs, ils vont être présents à la fois dans l'abdomen et au niveau de la paroi abdominale, et c'est eux qui vont être responsables de l'initiation du phénomène de douleur. On a 2 principaux nocicepteurs qu'on va retrouver, dans ces cas-là. Ça va surtout être des fibres, A delta et des fibres C. Les fibres A delta, elles sont vraiment spécialisées dans la détection d'un stimulus mécanique et thermique dangereux. Elles vont vraiment déclencher une réponse nociceptive très rapide. Les fibres, nociceptives C, à l'inverse, elles sont spécialisées dans la détection d'un stimulus mécanique également, mais plutôt chimique qui va être fort, et elles vont déclencher une douleur qui est plutôt sourde ou lente. Donc on va juste, différencier tout ce qui est douleur viscérale et douleur somatique, et ce sera tout pour la partie neuroanatomie. Donc les douleurs viscérales, elles proviennent directement des organes abdominaux. On va avoir nos nocicepteurs qui vont être situés au niveau des muscles, muqueuses et des organes creux, au niveau du mésentère ou sur les surfaces séreuses de nos organes abdominaux. Au niveau des forces mécaniques qui vont pouvoir être, comment dire? Provoquer, un réflexe, ou en tout cas engendrer un mécanisme, de douleur, ça va surtout être des forces de tension, d'étirement, cisaillement, par exemple dans les cas de dilatation, torsion gastrique, mais également des forces plutôt de contraction, comme par exemple tout ce qui va être gastro-entérite, hémorragique, où on peut vraiment avoir, des douleurs, de type contraction, ou de l'ischémie par exemple. Ce type de douleur, la douleur viscérale, elle est médiée principalement par les fibres C, donc ça va être une douleur qui va plutôt être sourde ou lente. À l'inverse, on va avoir la douleur somatique qui, elle, va provenir d'une lésion traumatique ou chirurgicale de la paroi abdominale. Donc là, nos nocicepteurs vont principalement être dans la paroi abdominale, donc tout ce qui est peau, muscles, péritoine, pariétal. Et les forces principales qui vont être impliquées, c'est tout ce qui va être étirement, déchirement, inflammation. Donc ça, on l'imagine très bien avec tout ce qui est trauma abdominal ou chirurgie abdominale. Cette fois-ci, c'est médié par les fibres A delta et C. Donc on va avoir une douleur qui va vraiment être beaucoup plus localisée, vive et intense. C'est tout pour la neuroanatomie. C'était vraiment un très court rappel pour comprendre un petit peu plus comment la douleur se mettait en place chez nos animaux de compagnie. Les manifestations de la douleur, alors ça, c'est des choses il y a des vraiment beaucoup, beaucoup de signes, variables. On peut vraiment avoir des animaux qui vont être agités, qui vont pas trouver de position, notamment si on pense au syndrome dilatation-torsion. C'est souvent un motif d'appel. L'animal agité tourne en rond, ne peut pas s'asseoir. On va avoir des animaux qui vont avoir tendance à se regarder l'abdomen, se regarder les flancs, un petit peu comme les chevaux en colique. On peut avoir des positions donc du prieur comme sur la photo à droite, avec, le dos cambré. C'est important de demander au propriétaire: «Est-ce que vous l'avez vu se mettre dans cette position?» On peut avoir des animaux qui vont avoir du mal à pouvoir se déplacer, qui vont être réticents. Des animaux avec un abdomen tendu, qui peuvent être agressifs lors de la palpation abdominale, qui peuvent énormément vocaliser. Notamment si on pense aux, chats obstrués, qui vocalisent énormément et pour lesquels, juste en les entendant en salle d'attente, ça nous aide pas mal à notre diagnostic. Attention cependant,
Les manifestations douloureuses ne sont pas toujours visibles, notamment sur les patients en état de choc. Si vous avez un patient en décubitus latéral, en état de choc, assez avancé, il va pas nécessairement se regarder l'abdomen ou se mettre en position du prière. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de douleur abdominale. Pour les abdomens aigus, on a vraiment nécessité d'une prise en charge qui va être très rigoureuse et ça va être un petit jeu d'enquête à mener pour essayer vraiment de vous aiguiller. Au niveau de la prise en charge globale, juste pour vous donner une petite piste, on commence toujours un petit peu par un examen de triage. Vu que c'est vraiment un examen physique sommaire, on check rapidement tout ce qui est cardio, respi, état de conscience, une vague idée de la raison de présentation et là, on classe nos patients. Si nos patient est instable, on le stabilise immédiatement. Tout ce qui est anamnèse détaillée, histoire, c'est dans un second temps. La priorité, c'est le patient. Par contre, si votre patient est stable, là, vous avez le temps de faire votre petit jeu d'enquête. Donc, une anamnèse détaillée, on va voir un petit peu les différentes étapes, un examen physique complet, des examens complémentaires au besoin et déterminer si votre condition elle est chirurgicale ou médicale. À savoir que vos signes cliniques vont être très, très peu spécifiques. C'est des signes qui sont hyper vagues, sauf pour certaines conditions évidemment. Un animal qui, a un abdomen distendu avec des efforts de vomissement, là oui, on a des signes cliniques qui sont assez pathognomoniques, mais pour beaucoup, beaucoup de conditions, c'est des signes cliniques qui sont absolument pas spécifiques. Tout ce qui va être gastro-intestinal, vomissement, régurgitation, diarrhée, méléna, douleur à la défécation, tout ce qui va être, plutôt général, des animaux qui sont anorexiques, donc qui sont douloureux en position de prière, qui sont abattus, cardio-respi, donc ils halètent, ils sont léthargiques, on peut avoir des collapses. Au niveau du patron et de la shape abdominale, où vous pouvez avoir des distensions abdominales, des abdomens tendus ou des signes urogénitaux, écoulement vulvaire, strangulie, pollacurie, anurie. Attention avec l'anurie, hein, l'anurie c'est vraiment c'est différent de la c'est différent de l'obstruction, enfin, comment dire? Ne pas dire qu'un chat bouché est anurique en soi parce qu'il a produit l'urine, c'est juste qu'il est pas capable de l'expulser. Mais voilà, c'est des signes, je suis pour certaines maladies qui vont être assez spécifiques, mais pour 85 des maladies qui vont être absolument pas spécifiques et c'est vraiment pas ça qui va vous permettre de vous mettre sur la piste. Du coup, on commence notre petite enquête, notamment avec le signalement de notre patient. C'est vraiment notre première étape, parce que rien que ça peut vraiment vous mettre sur des pistes. Si c'est une chienne intacte, pense à un piomètre. Si c'est un chat mal castré, pense à un SUF. Un chien mal entier, on pense à toutes les conditions, prostatiques. Si c'est des jeunes animaux, donc très jeunes animaux, hein, en dessous de 3 mois, chiots, chatons, on pense à parvo, on pense à typhus. Si c'est des jeunes chiens ou des chiens adolescents, sur tout type labrador, on va penser à tout ce qui est corps étranger, intussusception. Des patients âgés, on va directement plutôt aller vers tout ce qui est tumeur ou hémo-abdos. Puis aussi penser à la race. Il y a certaines races qui sont prédisposées à certaines maladies. Les schnauzers, les bichons, tout ce qui est petites races, vont être prédisposés à tout ce qui est pancréatite et mucocèle biliaire, conditions qui font extrêmement mal au ventre. Les bergers allemands sont extrêmement prédisposés aux torsions mésentériques, quel que soit leur âge. Et les grandes races, généralement plutôt adultes, mais on peut aussi en avoir sur des chiens de 2 à 3 de petites races, pardon, de 2 à 3 ans, pardon, vont être prédisposés au syndrome dilatation et torsion. Les petites races aussi, hein, on a déjà eu des dilatations sur des bichons, mais on s'entend que c'est vraiment pas, la prédisposition. La deuxième partie de votre petite enquête, ça va être votre anamnèse. Il faut qu'elle soit la plus rigoureuse possible. Vous pouvez pas juste vous contenter de, «Il a vomi depuis hier, il est pas bien». Il faut vraiment poser des questions parce que ça aussi, ça nous met sur la piste. Est-ce que l'animal, si c'est un jeune patient, est-ce qu'il vient d'un refuge, d'un éleveur, d'un particulier? Quelles étaient les conditions d'élevage? Est-ce qu'il y a d'autres animaux atteints? Est-ce que ces vaccins sont à jour? Si vous avez à disposition le carnet de santé, vraiment vérifiez-le parce que bien souvent c'est: «Oui, oui, oui, je l'ai fait vacciner», puis finalement ça fait 6 ans que l'animal n'est plus à jour de ses vaccins. Par rapport aux signes cliniques, quelle est la chronicité des signes cliniques? Est-ce que c'est aigu? Est-ce que c'est suraigu? Comment ça évolue depuis le début des signes cliniques? Est-ce que c'est stable? Est-ce que l'animal se dégrade? Est-ce qu'il était pas trop mal au début et là en état de choc? Est-ce qu'il y a un trauma qui a été possible? Est-ce que l'animal a accès à des produits toxiques, à des plantes? Est-ce qu'il a tendance au corps étranger? Toutes ces questions, vraiment, ça vous permet de vous mettre sur la piste. L'alimentation, est-ce qu'il y a un changement récent qui pourrait être, en faveur plutôt d'une gastroentérite inflammatoire type, indiscrétion alimentaire? Est-ce qu'il a accès aux poubelles? Auquel cas, encore une fois, ça peut être une indiscrétion alimentaire ou une intoxication. Est-ce qu'il a tendance à manger tout et n'importe quoi? Est-ce qu'on lui donne de la nourriture de table? Notamment, quand j'étais, au Canada, j'ai eu un un monsieur très gentil, c'était un routier qui voyageait toujours avec son chien
Il me dit: «Bah oui, à chaque fois qu'on voyage, on mange des poutines». Ouais, bah, le chien, il faisait juste des pancréatites à répétition. Est-ce qu'il y a une chirurgie récente? Parce qu'on pourrait avoir une déhiscence s'il y a une chirurgie abdominale, par exemple. Des récidives, les antisusceptions, c'est des conditions chirurgicales qui peuvent vraiment récidiver chez le jeune ou un abdomen septique. Donc vraiment, pensez à toutes ces questions. Bon, pour, tout ce qui va être conditions, génitales, on va vraiment se renseigner sur les dernières chaleurs. Est-ce qu'il y a eu de la PUPD? Est-ce que, si l'animal n'est pas stérilisé, si c'est un chat, par exemple, est-ce qu'on est certain qu'il a pas pu avoir accouplement, dernièrement? Pour tout ce qui va être, voilà, penser à tout ce qui est dysurie, ou douleur à la défécation, des selles en ruban qui seraient assez pathognomoniques d'une condition prostatique. Donc vraiment, passez du temps sur votre anamnèse, parce que bien souvent, signalement, anamnèse, vous avez quasiment votre diagnostic. Donc c'est hyper, hyper, hyper important de poser le plus de questions possible, pour n bah, voilà, pour éviter, en tout cas pour n'oublier aucune, comment dire? En tout cas, posez toutes vos questions, c'est hyper important. La troisième étape, une fois que vous avez fait votre signalement, votre anamnèse, bah, ça va être votre examen clinique. C'est vraiment du bout du nez au bout de la queue. C'est un examen physique, un examen clinique d'un patient. Voilà, vous le faites dans l'ordre que vous voulez. Bien souvent, on a tous nos petites habitudes. On va tous plus ou moins faire nos examens dans l'ordre qu'on s'est proprement défini. Puis, à partir du moment où vous avez une routine, c'est plus facile de ne rien oublier. Si vous faites des examens physiques un petit peu désordonnés à chaque fois, c'est plus facile d'oublier un appareil versus si vous dites: «OK, moi, ma façon de faire, c'est toujours comme ça», vous êtes quasiment sûr de ne rien oublier. On commence en tout cas, moi, personnellement, je commence assez rapidement par tout ce qui va être signes vitaux, pardon, donc fréquence cardiaque, temps de coloration capillaire, couleur des muqueuses, qualité du pouls, la température, fréquence et patron respiratoire. Donc c'est un peu comme ça que je commence mon examen, mais vous pouvez vraiment faire différemment. Mais ça, bon, normalement, ça a été fait au moment du triage, mais parfois, c'est possible d'avoir des petits loupés. Donc toujours commencer par les signes vitaux pour ma part. Ensuite de ça, assez classiquement, je vais du bout du nez au bout de la queue. Si on commence par la cavité buccale, toujours important de bien regarder sous la langue. Parfois, c'est très discret, les petits fils, ça se voit pas toujours, mais portez une attention assez rigoureuse au niveau de la langue, surtout des chats. L'examen buccal vous permet aussi d'évaluer votre couleur des muqueuses. Est-ce que votre animal est ictérique? Donc il peut avoir un ictère hépatique, hépatique ou post-hépatique. Est-ce que les muqueuses sont pâles? Donc qui peut aller avec un signe de ch qui peut, comment dire? Accompagner un choc ou qui pourrait très bien être, témoin d'une anémie. Donc est-ce qu'il y a des pertes gastro-intestinales? Est-ce qu'il y a un troisième secteur comme dans les cas d'émo-abdomen, par exemple? Donc un examen de gueule assez, comment dire? Rigoureux. On peut également regarder les muqueuses, oculaires. Parfois, c'est pas toujours facile si les animaux ont des muqueuses noires, de savoir si elles sont pâles ou ictériques. Donc n'hésitez pas à regarder les muqueuses oculaires et les pavillons internes des oreilles. Ensuite de ça, bon, on va surtout s'intéresser à l'examen, abdominal aujourd'hui. On commence par un examen à distance, ce qui va vous permettre d'objectiver une distension abdominale, comme ici sur ce chien qui a énormément d'acide, qui va vous permettre de voir s'il y a des masses avec, par exemple, ici, la présence donc de plusieurs, hernies, des plaies, des ecchymoses. Vous pouvez également donc ici l'hernie, ici plaie, ecchymose. Vous pouvez également alors ce qu'on appelle le signe de Koellen, ça va être une hémorragie en région péri-ombilicale, qui est assez souvent retrouvée dans des cas d'émo-abdomen. Donc ça aussi, c'est quelque chose que vous pouvez voir uniquement à distance, sans palper l'animal. Ensuite de ça, on commence notre examen rapproché. Donc, on check un peu s'il y a de l'épanchement. Donc, on ballotte un petit peu notre abdomen. Pour les cas notamment de suspicion de dilatation torsion, tout ce qui va être pression, percussion, mise en évidence de tympanisme et ausculter aussi nos bruits digestifs, c'est important. Vous allez souvent avoir des bruits digestifs, donc diminuer si vous avez de l'effusion abdominale, un peu exactement le même principe que vos bruits respiratoires lors des fusions thoraciques. Mais si vous avez un iléus aussi, puisque votre transit va être diminué. À l'inverse, ils vont être augmentés dans les cas d'obstruction, parce que vous allez avoir un hyperpéristaltisme en amont de votre obstruction, ou dans des cas d'entérite, par exemple. Donc, l'auscultation des bruits digestifs, c'est très important. C'est pas que chez les vaches et les chevaux, ça se fait aussi chez nos chiens et nos chats. Ensuite de ça, on peut y aller avec la palpation. Le but de la palpation, c'est vraiment d'évaluer la taille et la forme de tous nos organes, foie, rate, rein, voir si vous avez un effet de masse, fait que ce soit une masse néoplasique ou dans les cas de pyomètre, on a un effet de masse en région abdominale caudale.
Vous pouvez évaluer la taille et la fermeté de votre vessie dans les cas de suspicion de chat obstrué, et surtout évaluer aussi vos anses intestinales. Est-ce que vous avez une distension liquidienne ou gazeuse? Est-ce que vous avez l'impression qu'elles sont épaissies? Est-ce que vous sentez un corps étranger? C'est pas toujours évident, mais parfois on sent très, très bien certains corps étrangers lors de la palpation abdominale. Ensuite de ça, l'autre objectif de votre palpation abdominale, évidemment, c'est de rechercher la douleur et de la localiser. Est-ce que votre douleur, elle va plutôt être focale? Donc ça, c'est souvent dans des cas d'obstruction dige, de pancréatite légère ou d'intussusception. Est-ce qu'elle va plutôt être régionale, notamment dans tout ce qui va être pyomètre, pancréatite modérée à sévère, cholécystite, ou est-ce que vraiment elle va être diffuse? Donc ça, souvent, c'est dans les cas de péritonite, qu'elle soit chimique, septique, inflammatoire ou d'entérite diffuse, avec le parvo, par exemple. Une fois que vous savez si votre douleur elle est focale, régionale, diffuse, essayez de la localiser. Est-ce qu'elle est crâniale? Donc on va plutôt être sur une atteinte foie, vésicule biliaire, pancréas, estomac, duodénum. Est-ce qu'elle est caudale? Donc on va être plutôt au niveau de notre système urinaire bas et reproducteur, ou est-ce qu'elle est rétropéritonéale? Auquel cas on va plutôt être, sur des lésions, rénales ou de nos uretères, donc avec des obstructions urétérales par exemple. Enfin, on finit notre examen, abdominal par un toucher rectal. Alors parfois, vous avez pas besoin de toucher rectal pour savoir qu'il y a des saignements, comme sur la photo de droite. Parfois, le toucher rectal apporte des paillettes dans votre vie, comme la photo du bas. Mais important de toujours voir si vous avez, par exemple, du méléna qui serait témoin de saignements digestifs hauts. Vous pouvez avoir aussi des selles acoliques. Donc c'est des selles qui vont être un petit peu blanches ou grisâtres, et ça, c'est assez pathognomonique d'obstruction biliaire totale. Est-ce que au niveau de votre toucher rectal, vous sentez une prostate douloureuse ou asymétrique qui pourrait vous mettre sur la piste d'un abcès? Parfois, on peut sentir des urolites aussi dans l'urètre pelvien, notamment chez le chien. Est-ce que vous avez des saignements rectaux ou des lacérations qui pourraient être en lien avec un traumatisme? Est-ce que vous avez une masse? En tout cas, le toucher rectal vous donne énormément d'informations. Donc on fait ça avec des gants et avec beaucoup de lubrification. On y va doucement et ça se passe très bien. Et enfin, pour finir votre examen physique, n'oubliez pas l'examen de toutes les autres structures extra-abdominales, même si pour vous, ça vous paraît évident que votre animal a mal au ventre. On peut vraiment avoir des douleurs référées, notamment, avec des mal de dos, par exemple. Donc bien attention à évaluer toutes vos autres structures et finir votre examen physique complet. Heu, Ça, c'est vraiment juste, comment dire? Informatif, c'est vraiment quelques diagnostics différentiels. Donc, au niveau du système urinaire, pour tout ce qui va être prostate, on pense à néoplasie, prostatite, abcès prostatique, c'est vraiment les conditions les plus courantes. Si on va voir nos reins, on pense beaucoup plus à tout ce qui est calcul, pyélonéphrite, crise d'insuffisance rénale aiguë, infarctus, néoplasie également. Que ce soit les uretères ou les urètres, les 2 peuvent provoquer des douleurs en cas d'obstruction, de passage d'un calcul ou de rupture. Et pour la vessie, bon, on s'entend que le plus souvent, c'est tout ce qui va être obstruction urinaire et cystite, qu'elles soient infectieuses ou non, mais vous pouvez également avoir des néoplasies et des ruptures avec formation consécutive d'un uroabdomen. Au niveau de votre système reproducteur pour les mâles, on pense beaucoup plus à la torsion testiculaire qui peut vous faire une présentation d'abdomen aigu. Pour les femelles, bon, au niveau de l'utérus, c'est principalement tout ce qui va être pyomètre ou dystocie, mais vous pouvez avoir des torsions utérines métrites et des ruptures utérines, sur pyomètre, à col fermé, par exemple. Pour les ovaires, alors c'est beaucoup plus rare des abdomens aigus secondaires à des conditions ovariennes chez la femelle, mais des kystes ou des néoplasies pourraient faire une présentation de ce type-là. Au niveau hépatobiliaire et pancréatique, bon, pour le foie, vous avez tout ce qui est hépatite et cholangiohépatite qui fait mal, une torsion de lobe hépatique, surtout chez le lapin en fait, mais vous pouvez en avoir sur nos animaux de compagnie. Abcès hépatique et masse hépatique ou des hématomes suite à des traumas, ça peut vraiment, vraiment faire mal. Au niveau biliaire, on va plutôt penser à tout ce qui est cholécystite et alors mucocèle biliaire, obstruction biliaire et péritonite biliaire sur des chiens de petite race. Faut vraiment que ce soit avec une douleur, assez, locale enfin locale slash régionale en abdomen crânial. Pensez vraiment à tout ce qui est, donc, mucocèle, obstruction et péritonite biliaire. Pour votre pancréas, bon, bah, c'est classique la petite pancréatite, mais on n'oublie pas qu'il peut y avoir des abcès ou des nécroses pancréatiques. Si on regarde le système hémolymphatique pour tout ce qui est rate, le plus souvent, ça va être des néoplasies, donc des hémangiosarques avec hémo-abdomen associé ou des torsions de rate. Mais vous pouvez également avoir des abcès au niveau de la rate, c'est un peu moins courant, mais dans des thromboses de la rate, et dans des cas de trauma, on peut avoir des hématomes ou vraiment des fractures de rate qui peuvent vous causer un hémo-abdomen, pas nécessairement chirurgical et ça fait vraiment, vraiment mal également. Et au niveau lymphatique, on va plutôt avoir tout ce qui est lymphadénite et lymphadénopathie réactionnelle, qui peuvent également faire des abdomens aigus.
Enfin, on finit par le système gastro-intestinal. Alors, j'en ai juste mis quelques-unes parce qu'il pourrait y avoir également plein de diagnostics différentiels possibles. Mais ce qu'on va, nous, le plus souvent rencontrer, donc chez les grands chiens, plutôt dilatation-torsion. Mais vous pouvez avoir tout ce qui est ulcération et perforation intestinale, digestive ou intestinale. Tout ce qui va être obstruction dige ou intestinale, intussusception. Donc, torsion mésentérique, notamment chez les bergers allemands, gastro-entérite inflammatoire ou infectieuse non spécifique et néoplasie. Tout ça, c'est vraiment les causes les plus courantes de abdomen aigu chez nos animaux de compagnie. Je vous donne juste quelques autres exemples et après on en finit avec la liste à rallonge des diagnostics différentiels. Mais pour les structures abdos, pensez également à tout ce qui est fasciite, stéatite et les hernies aussi. Et pour votre cavité péritonéale, bon, c'est un petit peu tout ce qu'on a déjà parlé, mais les péritobiliaires, les hémoabs, les pneumopéritoines, les péritoseptiques ou les uroabs, tout ça, c'est des conditions qui vont vous faire des abdomens aigus et qui sont extrêmement douloureuses. Bon, une fois qu'on a trié, notre patient pour le moment est très stable, donc on a eu le temps de faire signalement, anamnèse, examen physique rigoureux. Normalement, on a quand même déjà une piste, on a quand même déjà une idée de vers quoi on s'oriente. Pour autant, nos examens complémentaires vont être, aussi très informatifs, et assez utiles dans ces cas-là. On va commencer avec nos valeurs sanguines d'urgence. Donc ça, c'est des choses qu'on peut faire à la fois en domicile et en clinique. Si on regarde notre hématocrite, bon, vous allez avoir un hématocrite il peut être augmenté dans des cas d'hémoconcentration si votre animal est très déshydraté. Quand il est diminué, donc alors anémie vs perte sanguine, je suis d'accord, des pertes sanguines, ça cause aussi une anémie, mais je voulais plutôt dire, est-ce qu'on est plutôt face à une anémie, type anémie hémolytique ou plutôt sur des pertes sanguines? Donc pensez toujours quand vous avez un hématocrite bas à penser à un hémoab secondaire à une masse splénique, d'autant plus en fonction de la race et l'âge du patient, ou à des hémorragies qui peuvent être secondaires à un ulcère digestif. Donc ça, c'est des petites choses auxquelles, on essaye de penser. Si on continue nos valeurs sanguines d'urgence et qu'on check un petit peu la glycémie, donc attention, hein, vous pouvez vraiment avoir une composante stress très importante chez le chat qui pourrait vous causer de l'hyperglycémie. Mais sinon, est-ce que tout ce qui va être diabète/pancréatite associé, c'est quelque chose qui doit un petit peu faire tilt dans notre esprit? Pour tout ce qui va être hypoglycémie, bon, ben, on pense aux jeunes patients, donc parvo, typhus, mais également, bon, est-ce que notre patient finalement il est pas septique? Donc ça peut vraiment, parfois, honnêtement, sur un animal en choc, un patient septique, il a pas non plus, comment dire? C'est pas non plus écrit sur son front qu'il est septique, il va être en choc hypovolémique, bon, en choc septique pour le coup, mais ça peut très bien ressembler à un choc hypovolémique de hémo-abdomen, par exemple. Donc parfois de faire une petite glycémie, de se rendre compte qu'elle est low, non mesurable, ça peut vraiment vous mettre sur la voie d'un choc septique, ou parfois dans des crises addisoniennes. Donc c'est, juste un petit diagnostic différentiel à penser. Au niveau de, on continue donc avec nos lactates. Donc il y a Calypso qui avait fait une super conf sur, les lactates et qui réexpliquait vraiment l'hyperlactatémie de type A, l'hyperlactatémie de type B. Nous, on va vraiment aller, à l'essentiel aujourd'hui. On se souvient que la valeur normale, c'est entre 2 à 2,5 millimoles par litre. Les lactates sont comment dire? Une hyperlactatémie, ça va souvent être témoin d'une hypoperfusion tissulaire. Donc on peut retrouver dans des cas de choc hypovolémique, par exemple des hémoabdomens ou des gastro-entérites, hémorragiques sévères. Dans des cas de choc distributif, quand par exemple on a un sepsis ou une perforation de notre système, digestif, ou dans des cas de choc obstructif avec notamment le syndrome dilatation-torsion. Et enfin, ce qui nous reste dans notre petite trousse de valeurs sanguines d'urgence, ça va être la créate. Donc une azothémie pourrait être d'origine prérénale sur un patient déshydraté, mais selon un petit peu, votre examen physique, anamnèse et signalement, ça pourrait aussi très bien être témoin, d'une atteinte rénale, donc pyélonéphrite, insuffisance rénale sur fond de maladie rénale chronique ou de, une origine post-rénale, donc avec notamment un processus, obstructif. En clinique, c'est vrai qu'on a beaucoup plus, de possibilités au niveau de nos examens, complémentaires. Donc c'est vrai que sur des abdomens aigus, les examens qui peuvent être, intéressants, ça va être tout ce qui va être donc une hémato pour aller checker un peu nos globules blancs, nos globules rouges et nos plaquettes. Faites vraiment attention sur les plaquettes parce que souvent on peut avoir des thrombocytopénies à l'appareil qui sont pas réelles. Donc c'est toujours important de bien le vérifier au frottis sanguin. Donc pour rappel, au frottis sanguin, les plaquettes, c'est, les petits, tamas là, c'est, les petites, je sais pas comment appeler ça, mais en tout cas, c'est assez, reconnaissable. Normalement, alors à savoir que si vous voyez une plaquette par champ, ça correspond à peu près à 15 000 plaquettes par microlitre dans votre sang. Donc la valeur normale,
ça devrait être entre 8 à 12-15 plaquettes par champ. On ne se contente pas d'observer un champ, généralement on regarde une dizaine de champs, on fait une moyenne, on multiplie, mais pensez vraiment à contrôler vos thrombocytopénies, au niveau de l'appareil, parce que bien souvent elles peuvent être artefactuelles, mais ce serait dommage de passer à côté d'une thrombocytopénie vraie. Et dans quel cas on peut avoir des thrombocytopénies? Beh, dans des CIVD par exemple, on peut avoir des hémangiosarques qui est en CIVD, des sepsis, des SIRS, donc ça c'est des choses, qu'on peut voir assez facilement. Important également de faire une bioche. La bioche, elle va vraiment un peu plus vous aider, donc j'ai pas remis tout le détail, mais typiquement un animal rénal, vous allez observer, bah, une azothémie, une urémie, vous pouvez aller checker tout ce qui va être paramètres hépatiques, votre bilirubine dans des cas de suspicion d'obstruction biliaire. En tout cas, votre biochimie va vraiment vous donner, éventuellement les derniers indices qui vous manquaient pour, pouvoir, poser un diagnostic sur votre petit animal. Oubliez pas qu'en clinique, on a aussi accès à nos différents SNAP tests, donc on pense notamment à FPL et CPL pour les pancréatites, mais pour les jeunes patients, on a les SNAP, tests Parvo. Alors je rappelle que sur le le la notice du Parvo test, il est pas décrit que ça s'utilise chez le chat, mais il y a une étude qui avait montré, alors c'est pas 100, mais que ça pouvait très bien s'utiliser chez le chat avec quand même une bonne, sensibilité, donc on n'hésite pas à utiliser nos Parvo tests chez les chats. Et pensez qu'on a aussi la CRP, donc protéine de l'inflammation, majeure chez le chat. En fonction des signes cliniques, vous pouvez également faire une analyse d'urine, des profils de coag et des gaz sanguins, en tout cas, pas encore dans toutes les maisons des urgences, mais en cours d'équipement un petit peu partout. Puis juste, voilà, des choses qu'on peut voir assez fréquemment. Si vous avez une hypocalcémie ionisée, pensez à sepsis, pensez à pancréatite, puisque vous allez avoir une saponification de vos gras, pensez à maladie rénale chronique. Et alors, si vraiment vous avez une suspicion d'obstruction digestive haute, votre gaz sanguin peut vraiment vous aider parce que l'alcalose hypochlorhémique, c'est vraiment assez typique des obstructions digestives hautes, surtout associé à une hypoca, une hyponatrémie. Donc là, on a un peu fait le tour de nos examens complémentaires sanguins et ou urinaires disponibles en clinique. Maintenant, l'étape d'après, c'est vraiment de passer à l'imagerie médicale. Honnêtement, des radiographies abdominales, ça devrait être réalisé selon moi, sur tous les patients avec une douleur abdominale. Ça va vraiment vous permettre d'évaluer les organes et les structures, donc intra et extra-abdominales. J'ai mis plus ou moins radio thoracique. On verra après pourquoi chez certains patients, ça peut être intéressant. L'échographie FAST, bon, le CT scan, c'est juste, pour information, mais c'est pas des choses que nous, on est capable de faire, mais en effet, parfois, ça peut être, intéressant. Les radiographies abdominales, on va voir quelques exemples, ensemble, qui sont souvent ce qu'on peut retrouver les plus fréquemment et c'est pas toujours évident, donc au moins là, ça va nous permettre de dégrossir un petit peu. Qu'est-ce que vous pouvez retrouver à la radio abdo? Vous pouvez déjà retrouver du gaz libre dans l'abdomen. Alors souvent, ça va être entre le diaphragme et l'estomac. On le voit ici entre les 2 flèches, c'est assez subtil, ben, c'est assez subtil. Quand on le sait pas, on peut très facilement passer à côté. Mais ici, vous voyez, on a de l'air libre entre donc notre diaphragme ici à gauche et notre estomac ici à droite. Parfois, c'est beaucoup plus évident, comme sur la radio en bas à gauche, où là, on voit que tous nos organes sont entourés d'air. Donc ça, c'est vraiment assez typique d'un pneumopéritoine. Ici sur la radio, c'est plus vers le bas. Là, vous voyez, donc vous avez votre diaphragme, votre estomac et vous avez un tout petit peu d'air entrapé. Donc du gaz libre dans l'abdomen. Alors, si vous avez une chirurgie récente, on ne s'inquiète pas, vous pouvez en voir jusqu'à 3 semaines post-opératoire. Généralement, ça disparaît dans les 5 à 7 premiers jours, mais jusqu'à 3 semaines post-opératoire, ça peut se retrouver. Par contre, s'il n'y a pas eu de chirurgie récente, en effet, c'est souvent assez pathognomonique d'une perforation digestive ou d'une plaie pénétrante. Donc c'est, assez souvent, indication chirurgicale. Donc voilà, pensez bien notamment à regarder ici entre votre diaphragme et votre estomac. Bon, quand vous avez une compartimentation aérique de votre estomac, donc chapeau de Schtroumpf ou gants de boxe assez typique, dilatation, torsion, donc ça également indication chirurgicale. Je vous ai mis 2 petites radios, mais je pense que tout le monde a en tête, ces présentations-là. Les radiographies qui peuvent un petit peu plus nous embêter, ça va être tout ce qui va être, comment dire? Suspicion de phénomène obstructif. Y a-t-il un phénomène obstructif qui nécessite une chirurgie ou non? Donc généralement, pour pouvoir parler d'obstruction digestive, vous devez mettre en évidence 2 populations denses à votre radiographie et souvent une distension segmentaire du petit intestin, donc par du gaz ou du liquide. Chez le chien, généralement, il faut que ce soit 1,6 fois supérieur à la hauteur vertébrale, enfin du corps vertébral de L5 et chez le chat, il faut que ce soit supérieur à 1,2 cm.
Si on regarde la petite radio ici, on a pris notre hauteur de notre corps vertébral de L5 qu'on a comment dire? Remis sur notre image et en fait, on voit qu'ici cette anse intestinale, elle est, ici en fait, c'est 2 fois L5, donc elle fait 2 fois L5. Donc ça, c'est assez typique d'une obstruction digestive. On a ici aussi un estomac qui est vraiment, dilaté, d'un contenu un petit peu, aérique/tissulaire, donc ça, c'est typique d'une obstruction digestive. Parfois, on a un petit peu plus de chance, on voit le corps étranger, comme sur cette radio-là, c'est un petit corps étranger qui va être en petite forme de fleur, donc là, en effet, le doute est moins possible et attention, je vous ai mis la radio du bas. Ici, c'est vraiment pas une dilatation segmentaire, c'est une dilatation, diffuse et quasiment complète de notre système digestif. Ça, c'est des radios très typiques d'un volvulus, mésentérique, d'une torsion mésentérique, notamment si votre chien, encore une fois, c'est un berger allemand. Si jamais vous avez un doute, parce que c'est vraiment pas toujours facile, n'hésitez pas à répéter les radios. Si votre pression est stable, vous pouvez répéter les radios 6 à 12 heures plus tard. Si votre pression est vraiment instable, répétez vos radios 1 à 2 heures plus tard. N'hésitez pas à compléter votre examen d'une échographie sommaire d'urgence. Et encore une fois, en cas de doute encore, vous pouvez faire une étude de contraste. Donc, soit en faisant un transibarité, soit parfois, alors j'ai pas mis de radio ici, mais parfois on peut avoir des dilatations. On se dit, est-ce que c'est notre côlon ou est-ce que c'est notre système digestif? Et ben, dans le doute, vous prenez une petite sonde urinaire lubrifiée que vous rentrez dans votre côlon et vous faites un pneumocolon. Donc, vous mettez de l'air dans votre côlon. Vous pouvez mettre entre 5 à 10 ml. Alors, ouais, par kilo, c'est un peu beaucoup, mais mettez à peu près 1 ml kilo pour commencer, voir un petit peu comment votre patient le tolère. Et vous faites votre radio. Et ça va vous permettre de remplir votre côlon d'air et de pouvoir déterminer si ce que vous voyez en dilatation, c'était votre côlon ou votre système digestif. On continue un petit peu avec nos exemples. Donc dès que vous avez des anses intestinales en accordéon, comme sur la radio du bas, donc accordéon, plication, où vous voyez des poches de gaz en forme de C. Ici, comme sur cette radio, on a plein de petites poches de gaz en forme de C. Ça, c'est assez pathognomonique d'un corps étranger linéaire. Donc c'est aussi, encore une fois, une indication chirurgicale. Et voilà, après, vous pouvez voir énormément de choses, au niveau de vos radios. Ici, vous avez une perte de contraste qui va vraiment être, typique d'un épanchement. Attention, hein, ça peut être normal chez le jeune patient. On peut avoir des pertes de contraste localisées en cas de pancréatite. Mais voilà, des pertes de contraste diffuses comme ça doit vraiment vous faire penser à épanchement abdominal. Vous pouvez avoir donc des effets de masse. Ici, on voit un bel effet de masse, donc plutôt compatible avec une néoplasie. À pas confondre avec ici un énorme estomac rempli de nourriture dans un cas d'indigestion, alimentaire chez un chien. Vous pouvez, objectiver une perte d'intégrité de votre paroi abdominale comme ici dans le cas de cette, belle, hernie, abdo-traumatique. En tout cas, vos radios sont hyper, hyper informatives. Donc vraiment, sur tout patient en abdomen aigu, quand vous êtes en clinique, la radio doit faire partie de vos examens complémentaires. Petit rappel pour les radios, donc quand on a une suspicion de dilatation, c'est une latérale droite. Quand on a une suspicion de corps étranger, ça va être une latérale gauche et une dorsoventrale. Et on fait toujours, toujours, toujours des radiographies orthogonales si votre patient est stable. Interpréter un cliché radiographique, ça ne sert à rien. Donc vraiment tout le temps faire des petites radios orthogonales. Pourquoi tout à l'heure on parlait de radiographie thoracique? Alors ça va vraiment être selon les signes cliniques. C'est plus si votre patient a des signes respiratoires associés à son abdomen aigu. On n'oublie pas qu'il peut vraiment y avoir des pneumonies par respiration sur tous les cas de vomissement. Et on n'oublie pas qu'il peut aussi y avoir donc des ARDS, donc des Acute Respiratory Distress Syndrome, notamment dans des cas de maladies très pro-inflammatoires comme les pancréatites, les SARS ou les sepsis. Donc ça, c'est plus anecdotique. C'était juste pour vous mentionner que c'est quelque chose qui peut être fait. Dernier examen complémentaire qui peut être hyper utile, c'est votre échographie sommaire d'urgence, donc votre FAST. Ça permet de détecter la présence de l'équilibre en moins de 5 minutes. On peut également faire une abdominosynthèse pour analyser notre liquide. Attention, hein, ça ne remplace pas l'échographie abdominale de spécialisée, c'est vraiment une échographie sommaire d'urgence. Normalement, le résultat de votre FAST, ça doit être positif ou négatif. Négatif, il n'y a pas d'épanchement, positif, il y a de l'épanchement. Votre FAST, elle sert uniquement à ça. Comment on fait une échographie FAST? Alors, l'image est un petit peu biaisée par rapport à ce que je vais vous dire, mais généralement, on met notre patient en décubitus latéral parce que le décubitus dorsal peut être dangereux pour les patients instables. Si votre patient est full stable, n'hésitez pas à le mettre en décubitus dorsal. Mais autrement, on essaye de les laisser en décubitus latéral. On va avoir 4 espaces à examiner. Donc, en premier, l'espace diaphragmatico-hépatique. Ensuite, on fait une petite rotation, on va vers notre espace pléno-rénal.
notre espace cystocolique et notre espace hépatorénal. Basiquement, on va regarder nos 4 cadrans, assez simplement. Comme je vous disais, généralement, en fait, normalement, le résultat d'une FAST est positif ou négatif. Maintenant, je ne vous cache pas que oui, on peut aussi utiliser l'éco-FAST pour nous aider à faire certains diagnostics, mais on sort un peu du cadre de notre FAST. À ce moment-là, on appelle plutôt ça une échographie abdominale sommaire, mais c'est plus une FAST, mais ça peut en effet être hyper, hyper utile pour vous aider au diagnostic. Dans des cas de pyomètre, vous allez avoir plein de mini-vessies dans votre abdomen. Sur des chats qui sont très en surpoids avec un abdomen tendu, c'est pas toujours facile de sentir une vessie en globe, donc parfois, certains l'utilisent pour aider au diagnostic d'une obstruction urinaire. Les lésions prostatiques également, vous pouvez mettre en évidence des patrons obstructifs, des pancréatites, des intussusceptions comme dans cette image. Donc c'est vrai qu'on a tendance à un petit peu, comment dire? Élargir l'utilisation de notre FAST. N'hésitez pas si votre patient est stable parce que oui, en effet, ça peut vous aider, à votre diagnostic. Si notre FAST est positif, le but, c'est de faire une abdominosynthèse pour affiner encore plus notre diagnostic. Donc, généralement, éco-guidé, juste au moins pour trouver votre petite poche de liquide. Une fois que vous l'avez trouvé, vous n'êtes pas obligé de le faire éco-guidé. On prépare notre zone assez proprement. Généralement, j'utilise une aiguille bleue, une seringue de 3 ml. Là, je parle vraiment d'une abdominosynthèse diagnostique, pas d'une abdominosynthèse thérapeutique. On aspire et on analyse l'échantillon. Tout liquide que vous prélevez d'un animal doit être analysé. Que vous fassiez une thoraco ou une abdominosynthèse, vous devez analyser l'échantillon. Vous ne pouvez pas juste dire: «Hop, ça a l'air un petit peu jaune, c'est peut-être la PIF». Non, il faut vraiment analyser votre échantillon, c'est hyper, hyper important. Quelques exemples d'épanchements les plus fréquemment retrouvés, donc l'épanchement septique. Bon, je suis d'accord que l'aspect macroscopique est assez suggestif. Quand c'est du pus, généralement, on le sait. Pour autant, il faut vraiment que vous analysiez votre échantillon. Généralement, sur un épanchement septique, vous allez avoir vos lactates de votre effusion qui vont être 2 fois supérieurs à vos lactates sanguins et votre glycémie d'effusion qui va être 1,1 fois inférieure à votre glycémie sanguine, pardon. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire à domicile. Honnêtement, même parfois sans échographie, c'est assez évident qu'il y a du liquide. Voilà, avec une petite aiguille bleue, honnêtement, vous pouvez très bien prendre de votre liquide et lactate effusion, lactate effusion et glycémie effusion, ça se fait très bien à domicile. Par contre, c'est vrai que le gold standard pour pouvoir vraiment dire que votre épanchement il est septique, c'est la présence de bactéries intracellulaires, donc et libres à la cytologie, mais intracellulaires surtout. Sous les bactéries libres, ça pourrait être simplement une contamination. Vous avez 2 images ici, donc là, on voit qu'il y a des petites bactéries libres. Ici, on les voit un petit peu mieux. Puis alors ici, c'est assez évident. Là, on a énormément de bactéries phagocytées, pardon. Là, l'image du bas, c'est assez évident. Vous avez énormément de bactéries intracellulaires à votre frottis. Donc, ça vous permet de dire que votre épanchement, il est septique. Que ce soit pour un liquide abdominal ou un liquide thoracique, c'est la même chose. Ici, on parle de liquide abdominal. Donc, on a ici un abdomen septique et c'est une indication chirurgicale urgente. L'uro-abdomen, comment on le diagnostique? Donc généralement, vous allez prélever un transudat modifié. La façon, définitive de le diagnostiquer, il faut que votre créatinine d'effusion soit 2 fois supérieure à votre créatinine sanguine et que votre potassium effusion chez le chien soit 1,4 fois supérieur ou chez le chat 1,9 fois supérieur à votre potassium sanguin. Attention, parce que vous pouvez vraiment avoir une association entre uro-abdo et hémo-abdo, notamment dans des cas de traumatisme. Donc parfois, c'est pas toujours, on n'a pas nécessairement, comment dire, l'esprit de se dire: «Oh tiens, c'est un liquide un peu sanguinolent, je vais faire créat de potassium». Donc faites bien attention, hein, dans des cas de traumatisme, à pas oublier parce que oui, en effet, parfois, vous pouvez avoir un liquide qui n'est pas nécessairement jaune, un liquide sanguinolent, ça va vous mélanger, vous allez avoir un petit peu de confusion, mais il peut vraiment avoir les 2 associés. Ça encore, généralement, c'est une indication chirurgicale. Donc ça, c'est des choses qu'on voit un petit peu moins souvent, mais il faut y penser. Vos péritonites biliaires, donc pour la diagnostiquer, il faut que votre bilirubine diffusion soit 2 fois supérieure à votre bilirubine sanguine. Puis alors là, la cytologie, c'est assez facile. Vous avez des cristaux de bilirubine partout. Donc ici, vous avez 2 photos, donc tout ce qui est jaune ici et ce qui est vert ici, c'est typiquement des cristaux de bilirubine. Donc là, on ne peut pas se tromper et attention parce que vous pouvez avoir une péritonite biliaire qui peut être septique en même temps. Et ça, bah, alors là, c'est à la fois, encore une fois, une indication chirurgicale urgente. Bon alors, on va juste, voir un petit peu une liste, assez rapide d'indications chirurgicales, mais tout ce qui va être abdomen septique, gaz libre dans l'abdomen en absence de chirurgie, dilatation, volvulus mésentérique, hémo-abdo non traumatique, donc notamment tout ce qui va être, secondaire à des masses spléniques, hépatiques,
Parfois, ça peut être des masses au niveau de vos surrénales, des phéochromocytomes, quand vous avez un envahissement de votre veine cave. Péritobiliaire, obstruction dige, perfo-abdos, pio et uro-abdos, ça, c'est vraiment des conditions chirurgicales. L'abdomen, l'hémo-abdomen traumatique, plus souvent qu'autrement, il va être non chirurgical, puisque l'animal va souvent, de lui-même finir par arrêter de saigner. Vous pouvez vraiment le gérer, uniquement médicalement. Ici, bon, voilà, une image, donc une petite, donc ça, c'était un abdomen septique sur perforation de côlon. Ici, une belle image d'intussusception. En tout cas, ces diagnostics-là sont chirurgicaux. Tous les autres, c'est généralement médical. Donc, gastro-entérite hémorragique, parvo, typhus, pancréatite, pyélo, tout ce que vous voulez, tout le reste, c'est médical. Au niveau de la gestion médicale, donc on est parti du principe depuis le début que notre patient était stable, mais bien évidemment, si votre patient est instable, c'est la stabilisation avant tout. Rappel très rapide des signes de choc, muqueuse pâle, TRC prolongé, tachy ou bradycardie, ça va dépendre, pouls faible à absent, état mental altéré, tout ça, c'est vraiment des signes de choc et votre patient mérite que vous le stabilisiez avant de diagnostiquer de quoi il souffre. Donc généralement, on commence par une réanimation liquidienne, donc cathé, on prend le sang au cathé, on met notre perf. Donc vous pouvez faire des bolus de cristalloïdes, 10 à 15 ml/kg sur 10 à 15 minutes. Généralement, on le fait 3 fois. Si notre patient ne répond pas, on va avoir tendance à utiliser éventuellement les hypertoniques. Et si notre patient ne répond pas, il faut qu'on sorte nos vasopresseurs, en tout cas dans les MUV non disponibles, donc souvent on réfère. Oxygénothérapie au besoin et pensez à votre analgésie également. Petit rappel à l'analgésique avec les molécules souvent qu'on a à disposition. Moi, je vous ai mis GABA et Tramadol, mais on va pas les utiliser en phase aiguë, on s'entend. Donc, vous pouvez utiliser Bupré, méthadone, fentanyl, kétalido. On va généralement plutôt utiliser de la méthadone, donc à 0,3 mg kilo, que ce soit chez le chien ou chez le chat. Faites gaffe parce que la RCP, elle va jusqu'à 1 mg kilo. 1 mg kilo, c'est énorme. Essayez vraiment de ne pas dépasser 0,3 mg kilo. Si à 0,3 mg kilo, votre animal est toujours inconfortable, c'est qu'il a besoin d'autre chose. Donc, si vous avez du Fenta, vous pouvez l'utiliser en bolus ou en perfusion continue. La Keta, c'est pareil, en bolus et en perfusion continue. La lidocaïne, un très très bon analgésique viscéral, aussi anti-arythmique, donc utile dans les cas de dilatation. Je vous ai mis la dose chez le chat, mais honnêtement, évitez de l'utiliser. C'est rapidement toxique chez le chat. Donc, essayez de le préférer uniquement chez le chien, donc de 25 à 100 microgrammes kilo minute. Et ensuite, ça va être tous les autres traitements. Alors là, il y en a tellement que je ne les ai pas tous cités. Globalement, ça va être antibio au besoin. Pour rappel, si vous avez un sepsis, essayez d'utiliser une bithérapie. Donc, soit une ACIM et métro si vous avez du métro IV, sinon une ACIM Marbo. N'hésitez pas dans les cas de sepsis à mettre votre Unacim Q6 heures au lieu de Q8 heures. Il n'y a aucun souci avec ça. Protecteur gastrique, antinauséeux, antiacide, prokinétique, réalimentation. Voilà. Après, encore une fois, ça dépend de la cause primaire, mais ça va être une gestion médicale un petit peu ciblée selon votre maladie. Donc, le petit message à retenir de cette conférence, il y a énormément de conditions qui sont regroupées sur le terme d'abdomen aigu. Donc, encore une fois, triage et stabilisation en priorité. Vous n'hésitez pas à mener l'enquête, anamnèse, signalement, anamnèse, examen physique vraiment détaillé. On n'oublie rien, on prend son temps. C'est important, c'est ça qui va vous donner votre diagnostic. Examen complémentaire souvent nécessaire. Et encore une fois, je répète, toujours analyser un liquide que vous sortez d'un animal. Le but ultime, c'est de déterminer si une chirurgie est nécessaire ou non pour pouvoir offrir la meilleure prise en charge possible à votre patient. Voilà un peu pour cette conférence. Je suis désolée si je suis allée un chouïa vite, c'était juste parce que je voulais pas non plus pour vous que ça dure trop longtemps. Mais n'hésitez pas si vous avez des questions. Oui, tu peux. C'est vrai que moi, j'ai pas tendance à. C'est vrai que je l'ai pas noté, j'ai pas tendance à l'utiliser, mais tu peux. Bonjour Agathe, Bonjour. c'est Nabil. Voilà, j'ai quelques questions en fait. Déjà la première question, parce que je regardais mais la valeur de lactate en milligrammes, c'est combien en fait, la valeur de base en fait? En fait, la valeur normale jusqu'à 2,5, c'est normal. 2,5, c'est normal. Au milligramme en fait.
Ah, ok, Parce- faut juste convertir. D'accord, parce que j'ai vu 28, c'était 28, Non, 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 non. Ça, c'est juste que c'est l'image que j'ai prise Ah sur oui, le site internet du truc, mais utilisez pas enfin, d'accord, ok. utilise Ok. pas le chiffre qu'il y a dessus. Ah, C'est juste que c'est l'image du site internet. ok. Une deuxième question, c'est l'RDS. L'RDS, tu as parlé de l'RDS Ouais. là, en fait. Je voulais voir en fait ce que c'est. En fait, c'était au Ok. niveau du cardiaque. Hein. J'ai vu la photo vite fait. En Euh, fait, c'est au niveau pulmonaire. oui. En gros, c'est ce qu'on appelle un syndrome de détresse respiratoire aiguë. Généralement, en fait, ça va être surtout inflammatoire. Et alors la physiopathe, elle a un chouïa plus compliqué, mais quand tu as enfin, quand tu as des conditions qui sont très pro-inflammatoires, notamment les pancréatites, les SIRS, les sepsis, tu vas du coup avoir libération de comment dire, de médiateurs inflammatoires qui peuvent vraiment aller au niveau de tes poumons et causer un petit peu, si tu veux, une vasodilatation, une augmentation de ta perméabilité. Et du coup, tu vas avoir c'est pas vraiment un œdème parce que c'est pas de l'eau comme dans un œdème pulmonaire, mais tu vas avoir une atteinte respiratoire, ce qu'on appelle le HARDS. Mais ça se rencontre pas souvent. C'est peu fréquent, mais toujours y penser quand vous avez une atteinte respiratoire qui accompagne, par exemple, une pancréatite. Pensez qu'en effet, ça pourrait être une complication de votre pancréatite. D'accord. Et une dernière question, en fait, Oui. là, j'ai un chien, c'est un chien que j'ai vu, j'ai fait un écho et tout ça. Il a en fait un défaut de vidange gastrique. Ouais. Hier, je lui ai fait, en fait, il n'y a pas de corps étranger. Bon, j'ai fait l'écho et tout ça, mais malgré ça, j'ai rien vu. Je l'ai envoyé quand même pour Delphine Brisa, en fait, pour qu'elle refasse quand même. Et elle aussi, elle a rien vu. L'estomac, il est toujours dilaté avec plein de liquide dedans. Là, Ouais. je suis en train de faire le test pancréas, au fait, hein, Ouais. mais en dehors de ça, au fait, qu'est-ce qui peut faire vraiment un défaut de vidange en dehors d'un corps étranger, d'une masse et tout ça? Voilà. Qu'est-ce qui... Bah, parfois, tu peux juste avoir un ralentissement de transit avec, par exemple, un iléus paralytique. L'iléus paralytique, tu peux l'avoir dans plein de conditions. Par exemple, une pancréatite, ça peut te faire un iléus paralytique. Une entérite non spécifique, ça peut te faire un iléus paralytique. Donc, ton défaut de transit, ça peut être juste secondaire à un iléus paralytique et il faut juste identifier la cause primaire. Il n'y a pas de problème d'intestin, l'échographie intestin, tout Ok. ça. C'est vraiment juste l'estomac qui est plein, tout ce qui boit, il reste depuis hier C'est un soir. jeune chien ou c'est un vieux chien? C'est un Jacques Rossel de 10 ans à peu près, 15 Ok. ans, 15 ans, Tu 15 m'avais dit que ans. c'était un Boston Terrier de 6 mois, ça aurait pu être une sténose pylorique, mais du coup, c'est un peu moins probable. Ouais, ouais. Non, ben, si t'as pas de masse, si t'as aucune lésion au niveau de ton système digestif, faut chercher les autres causes d'iléus paralytique. Donc, souvent, ça va être tout ce qui va être pancréatite ou ça Il vaut. faut y aller avec du Prempérance, des choses comme ça, c'est ça en fait, juste pour un petit peu. Ben, c'est ça, c'est après comme tu veux. Généralement, si t'es sûr de toi et qu'il n'y a pas de cause obstructive, tu peux utiliser. Moi, j'aime bien le métoclopramide pour justement essayer Ok, de relancer un petit peu le transit. ok, métoclopramide. Ouais, Ok, et ouais, ok. voilà. Très bien, merci, merci. De rien. Yann. Du coup, il y avait une question sur le marbeau en disant que c'est le mal. Alors, je t'avoue que personnellement, en ayant travaillé 5 ans en Nord-Amérique, on a tendance à utiliser les antibiotiques critiques assez rapidement. L'antibiorésistance est pas, enfin, les règles sur l'antibiorésistance sont pas tout à fait les mêmes qu'en France et en Europe. Typiquement, honnêtement, je te dirais que quand tu as un patient septique, en fait, c'est écrit hein, dans les réglementations, j'avais retrouvé le texte de loi, ça disait que tu pouvais utiliser des antibiotiques critiques avant résultat de ton antibiogramme, à partir du moment où tu prenais tes échantillons et qu'à réception de ton antibiogramme, tu switchais tes antibiotiques vers des antibiotiques pour lesquels ton patient était sensible. Et du coup, c'est vrai que sur des sepsis, des abdomens septiques ou des pyothorax, personnellement, j'ai tendance à être assez rapide à utiliser le Marbo en association avec l'Unacim. Je te dirais qu'autrement, j'aime beaucoup l'association Unacim et métronidazole. La seule chose, c'est que là, en tout cas dans les MUV, on n'a pas encore accès à du métronidazole intraveineux. Et je trouve que l'association Unacim IV et métronidazole Peros, pour moi, est un petit peu insuffisante. Donc, c'est vrai que j'ai tendance à utiliser le Marbo assez fréquemment.
À savoir également que quand tu suspectes une pyélonéphrite ou une prostatite, le Marbo, c'est le seul antibiotique. Bah oui, tu as aussi le TMS, mais généralement, c'est les seuls. Si tu as un sepsis secondaire et une prostatite, typiquement, utilise ton Marbo en fait. C'est ton seul antibiotique qui va les diffuser au niveau prostatique. Donc, à partir du moment où tu prends tes échantillons, nos problémos de les utiliser. Donc, une ASIM, c'est amoxicilline sulbactam. Ouais, ou acide clavulanique. Non, sulbactam. Mais ouais, j'ai dit quoi? Ah oui, amoxicilline, ampicilline, pardon. Mais voilà, donc vraiment honnêtement, oui, le Marbo, c'est un peu diabolisé. Il faut pas l'utiliser à mauvais escient. On va pas sortir le Marbo sur tous nos patients. Mais moi, à partir du moment où je mets en évidence un sepsis ou un épanchement septique sur mon patient, je t'avoue que je le sors assez rapidement. Et encore une fois, idéalement, tu prends tes échantillons et même si alors je sais pas avec, Adomvet, mais nous dans les MUV, on n'a pas nécessairement de laboratoire externe, partenaire. Donc on peut pas nous envoyer les antibiogrammes, mais tu gardes l'échantillon pour, le propriétaire et avec son vet, il fera l'antibiogramme. Mais c'est vrai que j'ai tendance à l'utiliser du coup assez rapidement dans ces cas-là, mais uniquement dans ces cas-là. Faut juste avoir une utilisation raisonnée. Mais je pourrais te retrouver le texte de loi qui dit que sur un patient en sepsis, donc qui littéralement est en train de mourir et pour lequel tu as pas le temps d'attendre les résultats, c'est autorisé d'utiliser cet antibiotique-là. Euh, Bonjour, désolée pour le bébé. J'ai une question par rapport au débat entre l'utilisation de corticos sur les pancréatites. On Ouais. est où maintenant? Vous préconisez? Ah ouais, on est où maintenant? Alors, il y a un peu 2 écoles. Dans le fond, il y a une étude, récente, je pourrais vous la retrouver, mais il y a une étude récente qui avait montré que, en effet, l'utilisation de corticos, chez les patients avec des pancréatites permettait une résolution, plus rapide, en tout cas une amélioration clinique plus rapide, une diminution de la protéine C réactive plus rapide et je ne sais plus le dernier, truc qu'ils avaient regardé. En gros, en fait, là où avec les comment dire? Avec les spécialistes en médecine avec lesquels j'avais tendance à travailler, on n'avait pas tendance à les utiliser en première intention. Par contre, si après, je sais pas, 2-3 jours d'hospitalisation et de traitement médical, on n'avait pas d'amélioration clinique significative de notre patient, là, on les mettait. Je te dirais que, voilà, en fait, je trouve, il y a peut-être pas encore de consensus assez précis, mais en tout cas, tu as une étude qui appuie l'utilisation des corticos. Donc, tu pourrais utiliser les corticos. Et en urgence, vaut mieux, c'est-à-dire éviter, parce que là, vous dites par rapport Moi, à s'il n'y a pas d'amélioration, sur 3 jours, vous mettez les corticos. ouais, moi, j'ai Et pas en tendance situation à les d'urgence mettre. à domicile, pas trop, non? Non, moi, j'ai personnellement pas tendance à mettre de cortico, mais ça me choquerait pas qu'on en mette. Et voilà, c'est cette étude-là, elle était de 2019. Ouais, on avait une diminution plus rapide de la protéine C réactive. Oui, Euh, c'est cette étude-là que j'avais entendu parler. Et par contre, pour les chats, ils Pour les disent chats, il n'y pas. a rien qui le prouve. C'est une Ok. étude qui est uniquement faite sur les chiens. Donc, c'est vrai que pour les chats, il n'y a rien qui le prouve. Moi, je t'avoue que j'ai tendance à pas l'utiliser, mais parce que j'ai eu l'habitude de travailler comme ça, mais ça me choquerait pas qu'on en mette. Mhm. En effet, il y a une étude qui supporte l'utilisation des corticos dans les pancréatites. Ça marche, merci. Moi, je voulais vite fait revenir sur les échos. C'est Julie, hein. Ouais, Euh, ouais. du coup, les échos, tu disais qu'on peut mettre sur un décubitus latéral ou dorsal. Mhm. Moi, j'aime bien les faire en décubitus latéral, quoi qu'il arrive, pour une autre raison. C'est que quand on est sur la coupe hépatorénale, normalement, on être passé par toutes les autres coupes avant. Et en fait, quand on a des débuts d'épanchement liquidien, Ouais, la gravité permet que ça tombe à cet endroit-là. ouais, Et que les petits épanchements, vous pouvez aller arriver à trouver des épanchements dans cette zone-là. Alors que si vous êtes dans des cubitus dorsales, vous allez ouais. louper les épanchements. Donc, Ouais, je suis d'accord, je suis parfaitement d'accord. Je te dirais que généralement, les fastes, j'ai tendance aussi à les faire tout le temps en équilibre latéral. C'est plus si mon patient est stable et que j'utilise mon écho un petit peu plus que pour une fast d'accord. basique comme on l'entend. C'est J'ai parfois tendance un petit peu mieux en décubitus à- dorsal. je fais la phase classique d'abord pour être sûr que je fasse. Exactement. Et après, si le patient est stable, je le passe en dorsal. Mais, Ouais, exactement. C'est ça. Exactement. Et autre petit point sur les volvulus, on en a eu 2 l'année dernière à la suite, parce que la Ça loi des meurt, hein. statistiques, Vous pouvez les traiter, mais ça meurt.
Voilà, c'est bien prévenir les gens que concrètement, s'ils veulent tout tenter, on peut aller au bloc. Mais moi, les 2 que j'ai fait, les 2 sont morts dans les 3 heures qui ont suivi l'opération, hein. Donc, Ouais, mais de toute façon, ça aussi, il y a plein d'études sur les volvulus gastriques, mais généralement, je sais pas si j'en ai une dans mon drive, mais généralement, le pronostic chez les volvulus gastriques, donc 95% de mortalité, je crois, j'avais vu. ouais, c'est ça, exactement. Donc, bon, oui, il y a 5%, c'est sûr. Mais enfin, je vous souhaite pas d'en voir parce que c'est assez choquant quand même. C'est en plus Ouais, c'est ça. Puis c'est les chiens de tout âge, là, il a pas besoin d'avoir 10 ans pour faire un volvulus, il peut très bien faire son volvulus à 1 an, donc 2 et 3 ans, hein. Donc, ouais, et ouais, en fait, ce qui est impressionnant, c'est qu'il y a une amélioration tout de suite après avoir détordu. Donc, ouais. avoir une belle amélioration, ils vont se restabiliser. Et dans l'heure qui suit, vous avez un choc. Ouais, Qui- ouais, ouais. Puis avec tous tes radicaux libres, notamment. Donc, ça meurt. Il faut bien prévenir les gens que, enfin, ils soient conscients de ça, quoi. Ah ouais, dans une étude de 2004, sur 12 cas, il y en a 12 vivants. Eh ben. Ah non. Ah non, sur 5 sur 12. Ok, ouais. Un peu plus de. C'est Ok. mieux. 40%. C'est quand même bien, mais. Après, c'est peut-être des prises en charge hyper précoces aussi. Ouais, probablement. En tout cas. Mais ouais, les volvulus gastriques, c'est moche. C'est pas terrible. Mm. C'est comme les abdomens septiques sur perforation colique. Il y a 2 écoles. Soit, en fait, toujours prévenir les propriétaires pendant la chire, quoi, parce que autant le pronostic d'un abdomen septique classique, c'est 50-50, globalement. Par contre, c'est vrai que quand on parle de perforation colique, nos pourcentages baissent un peu, donc malheureusement, ça décède assez vite et assez fréquemment, les perforations coliques, donc toujours bien prévenir les propriétaires. Ce que j'ai pas dit dans la conférence aussi, notamment sur les cas de suspicion comment dire, d'obstruction digestive, si vous avez un doute, ce qui va être hyper important, ça va être votre communication avec les propriétaires. C'est OK d'avoir un doute, c'est normal d'avoir un doute. Quand le corps étranger, il est radio-opaque et que ça se voit, bon, bah, c'est facile. Mais dans 80% des cas, c'est des corps étrangers qui sont non radio-opaques, qu'on ne voit pas nécessairement. Donc, ce qui va être important, c'est vraiment d'avoir une bonne communication avec les propriétaires en disant que bah, voilà, le doute est possible. Si on n'exclut pas complètement un corps étranger. Donc, et après, voilà, adapter votre prise en charge. Soit on fait une laparo blanche. Alors, il faut aussi dédiaboliser les laparo-explos. Une laparo-explos, c'est pas le diable. C'est OK de faire une laparo-explos. Ou alors, voilà, dire au propriétaire qu'on met en place un traitement médical, on attend, on réévalue. Mais vraiment, votre communication est importante. Je vais toujours dire qu'une laparoexplose, ça reste un examen diagnostique. Et Exactement. comme tout examen diagnostique, on peut ne pas avoir les résultats qu'on attend. Donc, le fait de ne rien avoir est un résultat. Donc, moi, je leur explique comme ça. C'est en gros, je leur dis, là, c'est un test diagnostique, comme on ferait une prise de sang, on va faire une laparo-explo. Et que Exactement. ne rien avoir est aussi une information. Et que ça peut être déjà très intéressant pour l'animal. Ouais, Et exactement. autre point, alors pour ceux qui font la chire, quand vous êtes en chire et que vous voyez que quand vous ouvrez, que c'est bien pire que ce que vous pensiez, surtout ne pas hésiter à faire rappeler les gens. Rappeler les gens, vous demandez à la SV, vous mettez le téléphone à côté en haut-parleur pour leur expliquer ce qui se passe rapidement. Parce que dans ces cas-là, le pronostic n'est plus le même et du coup, la prise en charge derrière n'est pas forcément la même non plus. Et que peut y avoir aussi faut considérer des fois l'euthanasie sur la table, quoi. Notamment, justement dans les cas de perforation colique, quoi. Ouais, exactement. Donc n'hésitez pas. Il y a d'autres questions? Bah, apparemment pas. Donc, En tout cas, merci de votre présence. Encore une fois, comme d'habitude, si vous avez des questions après coup, n'hésitez jamais à me contacter, que ce soit par mail ou sur WhatsApp. Et puis, la conférence sera de nouveau disponible au besoin. je la mettrai dans la semaine, promis. Parfait. Voilà, et ben, bon après-midi à tous. Salut Bon Agathe. après-midi tout le monde. Ciao. Merci Agathe, salut. Rien.